certainement quelque chose de très intéressant par rapport à la mise en place, mon hypothèse, une mise en place d'un certain nombre d'items ou d'éléments qui font que Binswanger va développer petit à petit une façon de soigner, de thérapeutiser particulière, l'amenant petit à petit vers l'analytique du Dasein. Le Dasein, c'est un mot qui existe avant Heidegger, donc en allemand, le Dasein, il y a plein de gens qui l'ont déjà utilisé, mais pas conceptuellement comme Heidegger l'a fait. Donc, j'ai dit quand même, c'est intéressant, un penseur comme Warburg et un chercheur clinicien comme Binswanger, qui rencontre Warburg en 1920. Après, alors, Warburg, remarquez, je suis en train de raconter. Warburg a fait une grosse crise psychotique en 1918. Il est allé jusqu'à menacer sa famille, à les tuer avec un revolver. Un truc grave. Et il est passé par Jena, la famille l'a hospitalisé à Jena chez Otto Binswanger, qui est l'oncle de Ludwig Binswanger. Bellevue, c'est à côté de Constance, à Kreuzingen, Suisse, côté suisse du lac de Constance. Et donc, il a passé un peu de temps chez Otto Binswanger à la clinique psychiatrique universitaire de Jena où il était professeur, son oncle. Ludwig Binswanger a fait son première année de pratique, je ne sais pas comment on peut dire, chez son oncle à Jena. Il connaissait du monde aussi à Jena. Et il a connu sa femme Hertha, important, la femme Hertha, à Jena, parce qu'elle était infirmière à Jena, à la clinique de son oncle. Donc, il commence à travailler donc, avec Otto Binswanger, ça ne se passe pas trop bien. Warburg, dans son délire, il va restituer ça un peu plus tard, dans ce qu'il ressent. Il dit, mais chez Otto Binswanger, il ne faut pas que je reste parce qu'il y a quelques années avant, Nietzsche est passé par Otto Binswanger et qu'est-ce qui lui est arrivé? Nietzsche il est complètement HS, il est là, donc Otto Binswanger, pardon. La famille Warburg est une famille importante en Allemagne. C'est une famille de banquiers. La banque Warburg existe encore aujourd'hui, bien entendu, c'est aux États-Unis aussi. Hambourg. Donc c'est une grande famille d'Hambourg, assez orthodoxe, on pourrait dire, au niveau du sens des juifs, donc relativement orthodoxe, mais quand même assez ouvert donc, par ailleurs, parce que Abi Warburg, le fils, l'aîné, quand il rencontra sa femme, elle est protestante, elle est protestante, elle est fille d'un orateur, donc elle est protestante, mais rigoureusement protestante, donc la question se pose, est-ce qu'on peut se marier ou pas? Donc il n'y avait pas de problème. Donc il n'y a pas une conversion de Warburg, mais une acceptation de la religion de sa femme. C'est un élément intéressant, parce que j'ai procédé après par des recoupements, en fait, pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut rapprocher les deux hommes, pas simplement au niveau de leur propre recherche, de ce qu'ils ont donné comme point d'ancrage dans leur recherche, mais aussi dans leur vie de famille, par exemple. Donc, qu'est-ce qui rapproche les deux? Donc, effectivement, les deux se rapprochent, ce sont deux convertis, parce que la famille Binswanger est aussi une famille de juifs orthodoxes du sud d'Allemagne. L'arrière-grand-père le grand-père de Binswanger, Ludwig, qui s'appelle aussi Ludwig, a eu beaucoup de difficultés à se détacher autour de 48. C'est des périodes autour des mouvements démocrates
parti installer donc une république en Allemagne, qui a mobilisé beaucoup de jeunes gens, et qui, alors ce grand-père avait assez rapidement évoqué son décalage. Donc ils font partie de ces familles de convertis. Pour eux, l'orthodoxie juive n'est pas un problème, c'est même pas voulu, donc on va s'intégrer, c'est assimilé, donc c'est fait partie des assimilés. Donc il y a quand même un lien avec Warburg, parce qu'il y a ce passé juif orthodoxe qui est toujours un peu quelque part là. Donc quand il arrive il va être donc transféré sur la Bellevue à Kreuzlingen, chez Ludwig Binswanger. Et quand il arrive, Binswanger lui-même est depuis quelques années très fortement occupé par la rédaction de son grand livre fondamental sur les fondations même de la psychologie. Toutes les années 10, il est en train de bûcher sur les classiques, de revenir sur Hegel, de revenir sur les Lumières, de travailler sur tout le 19e, sur Dutheil, sur Scheler, il y a plein sur les phénoménologues, donc il est en plein dedans, là-dedans, parce qu'il pense que c'est quelque chose de fondamental qu'il veut pondre à cette époque-là, donc il est en pleine recherche, sachant qu'en même temps, il est en train d'explorer, en lien avec Freud, comment on peut dire, une façon de transférer des principes de l'analyse freudienne sur la réalité du fonctionnement de la clinique. Ce qui pose aux deux un certain nombre de problèmes épistémologiques quasiment, et c'est ça son truc à lui. Il dit, mais comment est-ce possible les principes de fonctionnement freudiennes qui reposent sur des rencontres ponctuelles, répétées en semaine et en cabinet, comment je peux mettre ça dans un espace clinique où le quotidien de fonctionnement quasiment d'une cité de soins, c'est comme une ville, qui fonctionne vraiment comme une ville, introduit des impératifs qui ne sont pas conformes à la doxa freudienne. Freud est le conscient de ça aussi. Il y a des échanges de lettres entre Freud et Binswanger qui sont... Il y a une amitié entre ces deux hommes, malgré la déception de Freud parce que Binswanger n'a pas pris complètement le pont de la psychanalyse, mais il y avait un grande estime réciproque jusqu'à la fin de la vie de Freud. Mais il est posé réellement la question, mais comment peut-on faire dans un espace-temps clinique de appliquer les questions de transfert, de contre-transfert, de résistance qui sont classiques et importantes dans la cure analytique. Freud lui-même, ça va être un peu pragmatique en fait tout ça, Freud lui-même va lui envoyer beaucoup de patients qui sont en difficulté telle que le cadre de l'analyse en cabinet n'est plus possible. Hein. Ils doivent, comme il dit parfois, il faut se reposer en clinique, on va l'envoyer chez Binswanger. Donc ça arrive assez systématiquement, et après il y a des échanges assez intéressants aussi au niveau lettres, de courriers, de discussions avec Freud pour dire alors comment évolue mon patient, qu'est-ce qu'on a eu. Donc ça c'est un peu le grade. Il est chercheur, il est en train de pondre vraiment un truc fondamental où il veut intégrer les principes de la psychanalyse en vue de constituer une psychologie générale. Il est psychiatre, il restera toujours psychiatre, et il est aussi quelqu'un qui n'a jamais mis de côté le côté somatique, le corps, l'organe, le fonctionnement. Il reste relativement 19e aussi de ce côté-là. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce qu'on trouve à la clinique à Bellevue, c'est qu'il y a un mixte de prise en charge, de moyens
qui rentre dans une grande enveloppe qu'on appelle l'analyse, lui il appelle ça un petit peu à un moment donné l'analyse médicale, pour faire un distinguo avec l'analyse psychanalytique. Là arrive Warburg avec son problème. Et entre les deux, mais c'est souvent le cas chez les Nigériens, entre les deux s'établit une relation d'amitié. Bon, il est patient, bien entendu, il a des problèmes. Il faut faire le nécessaire donc pour aller vers un peu de mieux. Mais en même temps, il y a, ça a toujours été un des principes du fonctionnement de la Bellevue, c'est une famille qui gère la cité, et c'est la famille qui prend en charge globalement le problème psychiatrique d'une personne qui vit à l'intérieur de la cité. Par exemple, quand les... comment dire, c'est pas encore dit à l'époque si précisément, ça m'intéresse, il va s'intéresser beaucoup dans les années 20, à la fin des années 20 et des années 30, sur, comme chez Levinas, la question du nous. Il va s'intéresser beaucoup sur la question de la relation entre moi et l'autre. Chez Buber, il est un grand lecteur de Buber, il y a des contacts, il y a des échanges. Donc dans les années 30, il va développer toute une conception de la pensée et de la clinique, de la mise en place, de faire le nécessaire pour que la personne en grande difficulté d'adhésion au monde, et la relation entre l'homme et le monde, va se confronter à nouveau à des exigences d'une vie en commun. Donc ça, c'est une ligne de l'analyse existentielle très importante. Et je commençais à l'époque à me dire, mais ce qui s'est fait là, le cadre même dans lequel ça a lieu, ne se pense pas en termes d'ingrédients conceptuels, non seulement de la façon de soigner, mais aussi de la façon de voir l'homme. Donc, l'image qui a été sa préoccupation. En résumé, parce que là je concentre d'une façon énorme, parce que c'est beaucoup plus complexe, mais la grande idée de Warburg, ce qui l'a guidé, c'est que c'est de quelle façon on a passé de la Renaissance, du Moyen-Âge, c'est-à-dire du XIIe, XIIIe siècle, à la Renaissance proprement dite, surtout autour de quelqu'un qui l'a intéressé particulièrement, c'est Botticelli et son école, sa technique, et la manière différente qu'il a eu de concevoir l'Antiquité, qui est très complexe. D'ailleurs, ce sont des ruptures, mais des ruptures qui sont faites de mélange et qu'il ne faut pas prendre comme des absolus tranchés dogmatiquement. Mais l'idée de Warburg, c'est que l'Antiquité, la Renaissance a renouvelé la vision de l'Antiquité en dégageant quelque chose qui avait échappé à l'utilisation de l'Antiquité par le Moyen-Âge, parce que, contrairement à ce que l'on dit en général, le Moyen-Âge n'a pas du tout méconnu l'Antiquité grecque ou romaine, mais il l'a traité de façon différente. Il l'a traité de façon ornementaliste, décorative, à travers un certain nombre de préjugés, de fixations, de stéréotypes. Tandis que la Renaissance a retrouvé quelque chose qui, pour Warburg, est fondamental dans l'Antiquité grecque et latine, c'est le mouvement, ce qu'il appelle le pathos. Et ce qu'il a mis en relief, c'est quelque chose qui traverse à son sens, et dans les différentes études qu'il a données à cette époque-là, la manière dont la Renaissance a pris l'Antiquité, c'est précisément cette conscience, cette science du pathos, du mouvement,
du traitement de l'image de l'Antiquité dans la Renaissance, et en particulier botticellienne, parce qu'il analyse des tableaux célèbres de Botticelli, la naissance de Vénus, le printemps, le tableau appelé le printemps, etc. et d'autres, dans lesquels il met en évidence précisément ces valeurs essentielles du mouvement qu'il relie c'est peut-être un aspect particulièrement intéressant également de Warburg, c'est-à-dire qu'à l'inverse de certains historiens très positivistes qui délimitent les moments de l'histoire en s'interdisant des inférences à d'autres périodes, il met en relation une analyse de l'Antiquité, un petit peu dans le sens de Nietzsche, avec son idée de la différence entre l'Olympien et le dionysiaque, et la relation réelle, parce que chez Nietzsche, la relation entre les deux est tout aussi intéressante et va de pair avec la division, la séparation qu'il fait entre l'orientation dionysienne et l'orientation apollinienne. C'est-à-dire la forme supérieure, spiritualisée de l'Antiquité, et la forme, ce qui intéresse le plus Warburg, d'ailleurs, c'est la forme dionysiaque sous-jacente, qui est cette forme du mouvement, cette forme du pathos, qui a été reprise d'ailleurs depuis dans plusieurs études, et en particulier celle de Dodds, je pense que ça se prononce Dodds, sur l'irrationnel chez les Grecs, c'est-à-dire cette présence justement du dionysisme qui traverse toute la pensée antique et qui fait que la pensée et l'art romain ou grec qui ont été immobilisés dans une sorte d'académisme sont au contraire animés d'une vie et d'un mouvement, d'un pathétique sous-jacent, d'une sorte de passion qui parcourt. C'est un peu ce qui se trouve dans les articles qu'il a écrits à cette époque-là, que j'ai parcouru. Je ne suis pas connaisseur personnellement de Warburg, mais j'ai parcouru à l'occasion ces articles qui sont intéressants par le fait qu'ils mettent en évidence toujours cette qualité du mouvement qui se trouve à la fois dans les meilleurs des peintres ou dans de cette époque du XVe siècle, et puis c'est le Quattrocento, non, c'est le Quattrocento, c'était pas dénommé en Italie comme en France 1400, c'est-à-dire c'est les années 1400 qui font le 15e siècle, comme en France les années 1900 font le 20e siècle. Donc c'est de toute cette époque qui se relie à ce qu'il y a de plus archaïque de plus ancien dans la sculpture grecque et ou dans l'art, non seulement sculpture, mais également ça va juste de la peinture, la mosaïque et l'architecture, et qui est toujours cette présence de la vie et du mouvement. C'est à quoi il a été sensible. Je reprends la notion, il faudrait l'écrire, pathos formel, c'est ça, il faudrait l'écrire, qui est le concept, si on cherche les concepts, c'est le concept directeur de Warburg, qui a des antécédents. Il a des antécédents, en particulier quelqu'un dont nous avons parlé un tout petit peu, qui est Riegel, qui se trouve à peu près la même époque, mais antérieur, je ne sais pas, il n'est pas... Warburg est postérieur, je pense à Riegel. Il est contemporain à peu près de Boehringer, dont j'avais parlé aussi, et qui montre cette tendance. Et cette tendance ne correspond pas tout à fait, cette différence entre l'olympisme, entre l'olympien
ou l'apollinien et d'autre part le dionysiaque, ne correspond pas tout à fait à la différence entre l'Einfühlung et l'abstraction que fait Voringer, mais elle la double en quelque sorte. Elle est dans un autre domaine, quelque chose qui est en correspondance avec elle. Il y a quelque chose qui, chez ces auteurs, font qu'il n'y a pas qu'il y a des différences de traitement dans la manière d'aborder les choses, mais qu'il y a quand même des parentés. Il y a beaucoup de parentés chez Warburg, seulement dans un domaine différent. Voringer ou Riegel ont été plutôt des structuralistes, si l'on peut dire, qui ont cherché l'analyse des formes, tandis que lui, il a dit qu'il avait inventé un mode d'analyse historique, justement, avec cette mnémosine, qui n'a pas de nom précis, qui ensuite, ça a été compris sous le nom d'iconographie, peut-être avec Panofsky, qui est un élève de Warburg. Donc c'est ça que ça a donné comme conséquence. Par rapport à ce que tu dis... C'est ça. Non, je m'arrête pas. Non, c'est juste... Là, je ne veux pas... Non, je ne veux pas empiéter. C'était uniquement pour illustrer, pour fixer des idées, pour voir, pour vous, qui connaissez peut-être mieux ces gens-là, c'est ça, qui connaissez mieux ces gens-là comme Panofsky, vous situez mieux peut-être Warburg. Vous voyez, c'est lui qui a lancé cette idée de l'iconographie, qui s'est trouvé très inspiré et également très inspiratrice d'études, comme celle de quelqu'un dont j'avais parlé la dernière fois également, qui est Daniel Arras. Des gens comme ça s'inspirent justement de la plongée, de cette plongée dans l'histoire que donne l'iconographie, l'image. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas du contexte immédiat de l'image, il va chercher quelque chose qui la porte dans le sens également d'un mot qui a été utilisé par Riegel, qui est le Kunstwollen, la volonté d'art. Il y a cette recherche qui l'inspire et qui va chercher du point de vue philosophique aussi ses sources. Je répète encore une fois, chez Nietzsche et dans la grande division apollinienne et dionysienne de Nietzsche, dans l'origine de la tragédie. Mais la différence, c'est que... Oui, ça me revient à l'esprit. Ah, mais on est dedans, merci. Attends une seconde, me revient à l'esprit la personne qui s'est inspirée non, il y a Lukács dans ce cas, mais en même temps, quelqu'un dont le nom m'échappait sur le moment même lorsque je parlais de Heidegger, et sur l'influence qui n'est pas dans ce domaine-là, mais qui le touche également d'une autre manière, c'est Marcuse. C'est ça, qui a été un grand admirateur du premier Heidegger, c'est-à-dire du Heidegger de Sein und Sein, et ensuite l'a abandonné, puisque lui, de toute façon, appartenait à l'école de Francfort, qui est de nature marxiste, et où se trouve Adorno, qui a écrit au contraire un pamphlet extrêmement violent et venimeux contre Heidegger, avec le jargon de l'authenticité. Mais tout ça, c'est un autre domaine, et je ne veux pas passer de fil en aiguille à n'importe quoi, mais enfin, et pratiquer ce qu'on a reproché ensuite à Warburg, c'est-à-dire la fuite des idées. Non, on l'a pas reproché. Ah non, mais qu'a donné lieu. Je reviens sur ce que tu viens de dire, parce qu'il n'a pas utilisé par hasard le nom homme de Quattrocento. Homme de Quattrocento. C'est ça qu'il a en vue. Il ne veut pas faire une histoire générique de l'histoire de l'homme de Quattrocento. Et lui-même, il se définit comme un psychohistorica, un psychohistorien, parce que ce qui se passe avec Warburg, il se met au cœur même de la recherche. C'est ça. Lui. Donc, c'est toute une réflexion épistémologique aussi
qu'on peut trouver dans d'autres domaines autour des années 1910-1920, sur l'implication du dispositif de la recherche et du chercheur avec son intérêt dans l'objet recherché. Hein, ça fait des recoupements avec Einstein, Warburg il est là-dedans. Alors ce qui est intéressant, parce que Didier Huberman le souligne, je vais vous lire un tout petit peu, il y a là un lien direct avec ce que tu dis. Il y a toute problématique de la survivance du passé et phénoménologiquement parlant, un problème de mouvement organique. Un mouvement de la vie, un dynamogramme, il dit, qui retrace, qui met à jour ce qui n'est ni le vivant tout à fait, ni mort tout à fait. Ça c'est intéressant parce qu'il va venir sur Goethe, mais un autre genre de vie, de choses qui ont passé et qui persistent et qui nous hantent. Alors, là, il est en train de vivre intérieurement quelque chose qui extrapole ou qui voit sur le plan de la culture et de lien entre les êtres, les individus, à l'époque, on disait les individus, et de l'histoire, et aussi de la culture. Et il va faire il se réfère beaucoup, et Didier Huberman le fait très bien de souligner ce point, de l'importance de Goethe. Donc, et Goethe qu'il considère comme sous l'aspect de la morphologie, un morphologiste. Parce que qu'après le développement de Warburg, Goethe c'est quelqu'un qui sait regarder la forme pour la maintenir en équilibre. Donc il y a quelque chose là, au niveau de l'attention, qui va intéresser Warburg, parce que Goethe est en capacité il sait regarder le temps. Il sait regarder le temps. C'est étonnant comme expression. Il sait qu'il faut prendre le bon moment pour saisir le temps vu, les temps vus. Là, il dit que l'œuvre d'art, pour lui, plastique, s'anime vraiment lorsqu'on la contemple. En allemand, c'est que wenn ein Werk sich wirklich vor dem Auge bewegen soll. Si on veut vraiment voir bouger, rendre vivant l'œuvre, il est nécessaire de choisir un moment transitoire. Vorübergehendes Moment, dit Goethe. C'est là où se décide le mouvement figuré. Le moment est un moment, Warburg va utiliser le terme, un moment intervalle, le moment où il n'est ni posture d'avant, ni celle d'après. C'est un moment de non-stase qui se souvient et qui anticipe des stases passées et à venir. Le pathos est ça. Là, c'est le pathos. Ça, c'est le pathos. Et il le dit en admiration par rapport à Goethe, parce que Goethe, il sait ce concept, il sait dialectiser tout ça, le mettre en mouvement. En regardant le regard lui-même, lorsque le regard compose la forme avec le temps. Le faire en train de se faire, et l'idée de Warburg, et Winsberg est très proche de ça, c'est de toucher le pulse der Zeit, la pulsation du temps, le vivant. Et excusez-moi une seconde, parce que je me demande si quelqu'un qui a, je ne sais pas s'il l'a connu, mais enfin il a utilisé, même s'il n'en parle pas ou guère, à ma connaissance, c'est Walter Benjamin qui l'a utilisé beaucoup. Il y avait un lien entre les deux. Et je pense qu'il y a chez Walter Benjamin, dans sa conception de l'image dialectique, quelque chose qui a sa source, en définitive, beaucoup plus que chez Marx, dans Warburg. Absolument. Ça, c'est absolument. Il y avait des échanges nourris entre les deux. Ah, c'est ça. Je pense que c'est une relation importante là. Mais Benjamin n'en parle pas d'une façon, il ne s'y réfère pas de façon explicite, alors que dans
l'origine du drame baroque. Il y a en particulier sur le baroque et sur cette traversée à travers le Moyen-Âge, ce pré-baroque qu'il trouve chez Botticelli par exemple, et cette traversée qui ensuite sera faite d'une façon beaucoup plus fantasmagorique et systématique chez Eugenio Dors par exemple, à l'époque du surréalisme. Mais là, ça se trouve chez Benjamin dans son origine du drame baroque, parce qu'il traverse aussi ce baroque, il voit aussi des origines du baroque bien antérieures à l'époque du baroque que l'on situe en général au moment du Concile de Trente, c'est-à-dire de la Contre-Réforme, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle presque. Tandis que là, il le met très tôt. Et alors là, il y a du Warburg, et je pense qu'il s'est inspiré de Warburg dans ses analyses. Je ne sais pas si c'est ton avis. Ah, si, tout à fait, c'est très juste, parce qu'ils ont échangé beaucoup. Ce que je pourrais vous faire, c'est que, parce que quand on entend ça par rapport à la pulsation du temps, par rapport à toucher le temps, le devenir de choses, je pourrais vous donner une illustration en portant ça sur la situation thérapeutique chez Binswanger. Il le dira plus tard. Il va dire la chose suivante, là où ça devient plastique, où ça devient saisissable, le processus même de ce qu'on met en place comme structure pour réhabiliter ou pour remettre l'homme qui est en perte d'évidence du monde, dirait quelqu'un des années, c'est plus tard. Donc quelqu'un qui est en perte d'évidence du monde, c'est Blankenburg, voilà, je cherchais, c'est Blankenburg qui le disait. Il va faire le nécessaire dans le processus même du travail thérapeutique pour raccrocher, si vous voulez, des wagons, un petit peu pour que ça aille des rails, il y a un environnement, il y a des rencontres, il y a une réalité de vie partagée. Et ce que je rapprocherais plus du côté de Goethe, ce qu'on vient de dire par rapport à la morphologie et par rapport au temps virtuel, donc, qui se manifeste à un moment donné dans la pulsation, Binswanger, il va l'exprimer comme ça, il va dire ce qui se passe dans la relation avec le patient et le thérapeute, ça constitue un monde qui fonctionne dans une reconnaissance réciproque de personnes. Ça, il sait qu'il y a une dimension psychologique, une dimension objectale. On peut parler de ça en décrivant un peu les choses quasiment systématiquement ou même scientifiquement. Mais l'essentiel ne se passe pas là. Il y a un moment dans la dynamique même du travail analytique entre les deux hommes, un moment où le temps se suspend. Il est dit un peu comme ça, le temps se suspend et arrive devant l'image, dans le visage, chez le patient, le visage de l'homme avec un grand H. La reconnaissance profonde de ce qui s'est fait constitutivement, anthropologiquement, entre ces deux hommes en tant qu'existence qui se réalise. Je ferai bien le rapprochement avec ce qui s'est dit là sur le pathos et la morphologie de chez Goethe, ce moment magique, entre guillemets, où les choses se mettent en équilibre. Et d'ailleurs, Warburg, il était quand même assez conscient de ces problèmes de santé. D'ailleurs, il fait le rapprochement en disant qu'effectivement, un certain nombre d'artistes sont en capacité, ou des penseurs sont en capacité de penser l'acte de penser dans la réalisation de leur œuvre. Donc une sensibilité accrue, et il va essayer de transférer ça sur la situation un petit peu qui la rencontre donc entre une anthropologie de la plasticité
les formes affectives qui sont primitives, entre le biologique, le symbolique, le mimique, le plastique, et derrière le corporel, le psychique, la formulation pratique. Et derrière, toujours cette reconnaissance que tout ça, ce sont des, il appelle ça des Gemütsbewegung, c'est l'âme dans son ensemble qui bougeait, et qui sont vécues comme des, là il dit le terme, il dit Grundtatsachen, c'est des expériences fondamentales que l'homme fait de son existence. Voilà, je pense que là, il y a effectivement des liens directs entre ces deux-là. Ce que je peux vous proposer, c'est que pour vous donner quelques exemples, comment un malade, entre guillemets, Warburg, voit sa situation. Je peux vous donner quelques citations si ça peut vous parler. Excusez-moi, je peux demander une précision, mais quand est-ce qu'exactement, parce que là, on fait allusion à des travaux de Warburg qui sont des travaux d'iconologie, d'historien de l'art, oui. Mais à quel moment a-t-il été enfermé, psychiatrisé? Oui, Warburg, oui, mais on peut rapidement résumer un petit peu le parcours, mais ce n'est pas une anamnèse, donc soyons clairs là-dessus. Warburg est l'aîné, je crois qu'il y a 3 garçons. À 13 ans, Warburg va dire, alors il vit l'orthodoxie un peu difficilement, il se sent relativement méprisé par les collègues des jeunes garçons qui sont autour de lui à l'école, donc par sa judaïté, donc il y a une fragilité qui se déclare relativement tôt chez Warburg. La fragilité, il l'exprime de la manière suivante, il dit je suis l'aîné, je vais devoir prendre les affaires de la banque en tant qu'aîné, mais son frère, il a peut-être 9 ans, enfin il est plus jeune, mais il va proposer à 13 ans à son frère de laisser la banque à son frère, le business, et lui, qu'on le laisse tranquille, chercher, mais qu'on lui promet que sur l'argent de la famille est prélevé suffisamment. Il était par rapport à ses frères qui étaient plus âgés. Plus jeune, ça s'est fait très tôt. Ah oui. Il a renoncé à son droit d'aîné à 13 ans. Ah, le deal était, mon frère Max, tu vas prendre la banque après, mais tu me promets